invitée ce matin, c'est Marie-Lise Léon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, secrétaire générale de la CFDT. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Yann, bonjour Marie-Lise. Bonjour. On va parler retraite. Et hier, les 14 millions de retraités du secteur privé affiliés à l'Agirc-Arrco ont donc appris qu'ils allaient voir leur pension de retraite complémentaire revalorisée de 1,6% au 1er novembre. Ça a été compliqué à obtenir ? Ça a été une discussion, mais ça fait partie de la vie d'un syndicaliste, de défendre sa vision, de vouloir une augmentation pour les retraités qui, je vous le rappelle, sur la pension de base se voit, il y a un projet de gel de l'évolution des pensions de base. Donc voilà, on a discuté, on s'est posé une règle l'année dernière de se baser sur l'inflation et d'avoir des marges de manœuvre. La santé financière du régime des complémentaires est bonne et donc on a pesé pour obtenir ces 1,6. Donc vous auriez souhaité obtenir plus, vous ? On aurait toujours oui, je pense qu'on aurait pu faire plus. Après, je pense que dans le contexte actuel, c'est aussi important de faire preuve de responsabilité. Et donc, 1,6% de revalorisation sur ces pensions complémentaires, c'est une bonne nouvelle pour les retraités. Alors, c'était une discussion entre les partenaires sociaux et le MEDEF regrette, lui, que sa position responsable n'ait pas été prise en compte dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. Qu'est-ce que vous dites au MEDEF ? Je dis au MEDEF qu'ils étaient plutôt sur une proposition à 1,5%. 1,6%, c'est un petit plus pour les retraités. Vu le contexte, je pense qu'on ne pourra pas nous faire de procès en irresponsabilité. Je le rappelle, la santé financière du régime aujourd'hui, mais pour les années à venir, elle est maintenue, elle est garantie. La preuve d'une bonne gestion par les organisations syndicales et patronales. Et donc, voilà, nous, on a poussé cette proposition. Elle a été validée par le conseil d'administration. Voilà, maintenant, il faut qu'elle rentre en vigueur. Alors, effectivement, la santé financière des réserves de l'Agirc-Arrco, elle est bonne. Est-ce que, compte tenu du contexte économique et budgétaire du pays, vous craignez que l'État vienne ponctionner ? Ah, mais ça, oui, effectivement, ça a déjà été une idée il y a quelques mois. Je pense que ça reste dans l'esprit de certains responsables politiques et on continuera, nous, de dire à la CFDT, c'est l'argent des retraités, il est bien géré et c'est pas parce qu'il est bien géré qu'il faut venir piquer dans la caisse. Voilà. Donc on reste sur notre position. Ça reste une ligne rouge, comme on a pu voir sur, par exemple, le régime d'assurance chômage, des ponctions extrêmement importantes de la part de l'État, qui a dégagé énormément d'économies sur ce régime et qui souhaite régulièrement venir piocher. Je pense que c'est pas souhaitable, c'est une très mauvaise idée et que ça envoie un signal extrêmement négatif aux concitoyens. Le message, c'est que quand il y a de l'argent, il suffit d'aller le prendre là où il est. Et je pense que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi une grande confusion entre des régimes qui sont constitués à partir de cotisations, ce qui est le cas, par exemple, de la retraite complémentaire, qui est bien gérée et qui doit être utilisée pour les personnes qui contribuent, mélanger l'ensemble de ces régimes. On voit aussi entre le budget de l'État, entre le budget de la sécurité sociale, qui a souvent des raccordements. On met un peu moi j'appelle ça du bricolage. On met des tuyaux un peu partout pour essayer de respecter un équilibre budgétaire. Et je pense qu'on perd de vue le sens de ces régimes, à quoi ils sont destinés, pourquoi on cotise, et qu'au bout du bout, je pense que ça contribue au renoncement, au consentement à l'impôt. Est-ce que ces hausses des complémentaires ne sont pas là pour étouffer un peu le débat sur le gel des pensions de retraite que le gouvernement a annoncé Non, il n'en demeure pas moins que nous, on est extrêmement clair. On revalorise sur notre champ de compétences la question de la retraite complémentaire, sur le régime de base, on l'a dit. Les efforts demandés à l'ensemble des retraités, quelle que soit leur pension, c'est injuste, c'est profondément injuste. Il y a 2 millions de retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. Ces personnes-là, le fait que la revalorisation soit décalée, c'est un manque à gagner qui va se compter en dizaines d'euros. Et pour quelqu'un qui gagne 1 000 euros de pension, c'est extrêmement pénalisant. Pour qu'on comprenne bien, Marie-Lise Léon, est-ce que vous demandez aux parlementaires de revenir sur le décalage de cette indexation pour l'ensemble des retraités, ou est-ce que vous dites les retraités aisés peuvent contribuer et voir leur pension décalée de 6 mois, mais par contre, il ne faut pas que ça touche les retraités les plus pauvres? Il ne faut pas que ça... Moi, je veux un budget qui soit guidé par
l'enjeu de justice sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut regarder pour chaque mesure qu'est-ce que ça a comme impact direct. Quand on regarde le décalage de la revalorisation des pensions de base, quand on gagne 1 000 € ou 4 000 €, ça n'a pas du tout le même impact au quotidien. C'est 10, 15 € qui vont manquer chaque mois pour les personnes qui ont des petites pensions. Donc c'est ce qui doit guider les parlementaires. En tout cas, nous, CFDT, on se tient à disposition des parlementaires qui seraient intéressés justement de travailler finement et de se dire la question budgétaire, ça n'est pas qu'une question de masse et de milliards d'euros. C'est une question qui va avoir des impacts extrêmement directs. Donc vous leur demandez de mettre un seuil pour que ça touche pas tous les retraités. Il faut faire en sorte qu'il y ait une justice sociale et considérer que aujourd'hui, le discours ambiant, c'est que les retraités sont des privilégiés. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Dans leur globalité, considérer que dans la globalité, on peut dire ça des retraités, je suis totalement en désaccord. Donc il faut regarder finement quelles sont les situations concrètes et de regarder au prisme de cette justice sociale quels seront les impacts budgétaires. Un budget, ça n'est pas que faire des économies. Un budget, c'est traduire concrètement en euros une vision politique de la société qu'on veut construire pour l'année prochaine notamment. Alors, il y a les retraités d'aujourd'hui, il y a ceux de demain. Michel Barnier a dit qu'il allait peut-être amender la réforme des retraites qui a été votée. Est-ce que vous en satisfaisez ? À ce stade, il a ouvert la porte sur la question des retraites. L'occasion pour la CFDT d'occuper le terrain, d'aller discuter avec le gouvernement pour dire que... Qu'est-ce que vous demandez prioritairement sur cette... Ce qu'on demande prioritairement, c'est pouvoir redire que les 64 ans, c'est une très mauvaise mesure, profondément injuste, parce que quand on regarde en masse, globalement, on peut se dire, est-ce que travailler 2 ans de plus, finalement, c'est pas si important, en fonction de son travail, en fonction de l'âge auquel on a démarré, en fonction de son exposition à la pénibilité. Et donc ça, c'est un des critères importants pour la CFDT de la discussion, c'est la pénibilité. Ça fait 20 ans que l'on veut que ce sujet soit discuté. On a essayé avec le patronat, on n'a pas réussi. Il faut que le gouvernement entende qu'aujourd'hui, il y a des situations insupportables pour les salariés, des personnes exposées quand on travaille dans le bâtiment, par exemple, quand on est peintre, qu'on ne peut pas arriver à la retraite, on ne peut pas aller travailler jusqu'à 64 ans, c'est juste impossible. Et en fait, on est dans une hypocrisie terrible où on a des métiers où on fabrique de l'incapacité, de l'invalidité, et les personnes ne peuvent pas aller jusqu'à la retraite. Il faut en tenir compte. Emmanuel Macron n'a pas cédé à plusieurs mois de mobilisation dans la rue. Michel Barnier le fait aujourd'hui pour élargir un peu sa majorité. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? J'en tire qu'il nous a expliqué qu'il voulait changer de méthode, qu'il voulait plus de dialogue. Et la CFDT, elle dit, nous, OK. Votre rencontre avec lui s'est bien passée ? La rencontre s'est très bien passée. Il a fait preuve d'attention. La CFDT est venue avec son cahier de revendications, de propositions, son cahier d'alerte également. On a eu un échange nourri autour de la question, par exemple, de la situation extrêmement compliquée en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Je rencontre aujourd'hui les militants proches de la CFDT, l'USOINC, qui est une organisation syndicale en Nouvelle-Calédonie. Enfin, on a pu avoir un espace de discussion intéressant. Après, on va voir ce que ça donne. Le premier exercice, si je puis me permettre, ça va être la question de l'assurance chômage, puisque le Premier ministre nous a dit qu'il allait faire confiance aux organisations syndicales et patronales. Aujourd'hui, il y avait une réforme qui était dans les cartons, qui a été déposée sur le bureau de Michel Barnier, qu'il a pour le moment mis de côté et qui donc... Il faut l'enterrer ou pas, cette réforme ? Ah oui, il faut l'enterrer. Il faut définitivement l'enterrer. On est à quasiment 25 milliards d'euros d'économies qui ont été faits sur le dos des chômeurs dans ces dernières années. Concrètement, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, des économies faites sur le dos des demandeurs d'emploi qui sont réutilisées pour financer un certain nombre de dépenses qui peuvent être totalement justifiées. Par exemple, France Travail, des moyens pour accompagner mieux les demandeurs d'emploi. La CFDT, elle n'a rien contre, sauf que l'argent de l'assurance chômage, elle n'est pas faite pour compenser, ce n'est pas une variable d'ajustement du budget de l'État. Donc, premier exercice, je dirais, pratique, ça va être l'ouverture d'une discussion sur l'assurance chômage et l'emploi des seniors. Nous, c'est ce que l'on demande, ce que j'ai appelé une négociation flash,
On est prêts, nous, les agendas sont ouverts à prendre une date dès cette semaine et on sait qu'on est attendu à la mi-novembre, donc on peut aller vite. Et l'enjeu pour la CFDT, c'est de dire à un moment, l'emploi des seniors, ça doit rester une priorité. On a un problème d'emploi des seniors, il faut pouvoir y répondre, il faut que les employeurs s'engagent, notamment sur la retraite progressive. Un mot juste sur l'assurance chômage, parce que le gouvernement réfléchit à abaisser l'enveloppe qui est consacrée à l'indemnisation des travailleurs frontaliers qui cotisent dans le pays dans lequel ils travaillent et qui après sont indemnisés par la France quand ils sont au chômage. C'est 800 millions d'euros. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Ça se regarde, mais c'est pas dans le périmètre des discussions. Nous, on a été extrêmement clairs. À un moment, quand on fixe une règle, on n'en change pas encore de route. Il y a un accord de 2023 qui a été conclu, qui prévoit un certain nombre de mesures, qui doit être complété par l'emploi des seniors et qui est l'objet qui est la discussion des organisations syndicales et patronales. La question des transfrontaliers a été évoquée par la suite. Elle est brandie, en tout cas, elle a été proposée par la ministre du Travail pour dire on a peut-être moyen de faire un peu plus d'économies. Nous, à ce stade, on est sur la discussion de 2023. S'il y a des éléments qui peuvent être regardés, ça doit être fait après notre discussion. Mais vous ne fermez pas la porte. Non, on ne ferme pas la porte. Mais on ne ferme jamais la porte par principe. Non, mais pour vous, ce n'est pas une ligne rouge. C'est pas une ligne rouge de baisser l'indemnisation des travailleurs transfrontaliers. Vous savez, la question des travailleurs transfrontaliers, ça doit faire l'objet de discussions entre pays européens. Et il y a probablement, voire très certainement, des choses qui peuvent être améliorées et des engagements pris par d'autres pays européens, notamment alors la Suisse, qui fait partie où on a des travailleurs qui vivent en France et qui travaillent en Suisse et qui reviennent en France pour toucher l'assurance chômage. Ça, ce sont effectivement des choses qui se regardent. Mais s'il y a des nouvelles économies à faire, il faut que les efforts soient partagés et que ça ne soit pas uniquement sur le dos des chômeurs. Dernière question avant d'en venir au budget. Est-ce que vous trouvez, pour l'instant, Michel Barnier plus ouvert au dialogue social, plus attentif au dialogue social que ne l'a été Emmanuel Macron pendant toutes ces années où vous avez eu des relations compliquées avec le président de la République? Le CFDT n'a pas de relations compliquées avec le président de la République. Il a toujours défendu une vision extrêmement verticale du pouvoir, avec l'idée que l'État peut tout et doit tout. Ça, c'est absolument à l'inverse de ce que pense la CFDT. L'État peut beaucoup de choses, mais il ne peut certainement pas tout. Et donc, il faut un espace pour la société civile de contribuer à l'intérêt général. Voilà. Donc, aujourd'hui, Michel Barnier nous a expliqué qu'il voulait remettre au cœur des discussions les échanges avec la société civile dans son ensemble. C'est une promesse qu'on a beaucoup entendue régulièrement. Vous attendez de voir. Donc on attend de voir et je dirais le meilleur exercice pratique, ça va être la question de l'assurance chômage et de l'emploi des seniors. Pour en venir au budget, oui, tout à fait. Le Premier ministre promet de taxer les riches et les grandes entreprises. Est-ce que c'est les contours d'un budget qui vous trouvent grâce à vos yeux ou pas? Alors dans le contour global, non. Cette ouverture, moi ce que je note, c'est que en termes d'aller regarder si des nouvelles recettes peuvent être recherchées, c'est la fin d'un dogme. La fin d'un dogme que l'on dénonce depuis de nombreuses années, où en fait à chaque fois qu'on parlait de budget, on nous parlait de dépenses, et que la question de l'ouverture à de nouvelles recettes, elle est fondamentale aujourd'hui. Elle est importante parce qu'on a besoin de nouvelles recettes et que l'une des raisons du déficit actuel, c'est la fin du dogme du ruissellement. C'est la fin du dogme du ruissellement, la fin du dogme qu'il y a trop d'impôts, qu'il faut ne faire que les baisser sans jamais les compenser. Aujourd'hui, l'une des premières explications de notre situation budgétaire, c'est des recettes insuffisantes. Donc c'est important de pouvoir aller regarder de ce côté. Après, il faut regarder quels sont les curseurs et comment on permet à chacun et à chacune de contribuer réellement au regard de ses possibilités. Ça, c'est extrêmement important. Ce budget comporte aussi des économies, et notamment 4000 postes de professeurs en moins. Mais finalement, l'éducation nationale a beaucoup de mal à recruter des professeurs. Oui, Est-ce que finalement, ce n'est pas un jeu à somme nulle? Cette année, je crois que c'est 3000 qui n'ont pas pu être recrutés. Est-ce qu'on ne supprime pas des postes qui finalement n'étaient pas pourvus jusqu'à présent? Il y a deux éléments importants en ce qui concerne l'éducation. C'est la question du sens politique de l'action
de l'action publique et d'avoir un Premier ministre et un gouvernement qui nous dit l'éducation est une priorité et d'envoyer ce signal de suppression de postes, je trouve ça totalement... c'est assez désastreux. Vous pointez effectivement la difficulté de l'attractivité des métiers dans les fonctions publiques en général. On a, nous, recensé à la CFDT environ 60 000 postes non pourvus. Donc aujourd'hui, l'approche purement budgétaire, elle est absolument, elle est délétère. C'est-à-dire que faire croire que aujourd'hui le problème c'est le nombre de postes dans les fonctions publiques, c'est faux. Aujourd'hui, quand on regarde ce que sont les services publics et les services au public, il faut mieux travailler sur la question de l'attractivité. C'est une question de rémunération, mais c'est aussi une question de conditions de travail. Moi, je vois beaucoup d'agents des fonctions publiques, fonctionnaires, contractuels, qui me disent on veut avoir les moyens de bien faire notre travail. Et aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité, dans l'éducation, dans l'hospitalière, où on voit des agents passionnés par leur travail qui quittent leur travail pour aller dans d'autres univers professionnels parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de leurs conditions de travail. Donc, je trouve qu'au prisme purement budgétaire, c'est, je trouve, facile de dire qu'il y a une part de responsabilité, que les fonctionnaires sont responsables de la situation et qu'il suffirait de supprimer des postes pour trouver des marges de manœuvre. Je trouve que c'est faire des fonctionnaires, des agents publics, des boucs émissaires faciles. Voilà. La philosophie de ce budget, elle divise, y compris au sein du camp gouvernemental. Gérald Darmanin lui dit qu'il ne faut pas miser sur les hausses d'impôts, mais sur le travailler plus. Supprimer les 35 heures dans le privé, travailler un jour férié supplémentaire. Est-ce que ce sont des chantiers qu'il faut ouvrir pour vous ? Non, enfin, ça fait 20 ans que je milite, ça fait 20 ans que j'entends ces vieilles litanies autour du temps de travail. Enfin, aujourd'hui, si on veut une vraie réflexion sur le temps du travail et au travail, c'est penser le temps tout au long de sa carrière professionnelle. Donc la question, elle n'est pas 35 heures ou 1607 heures. La question, c'est dans ma carrière professionnelle, quel est le temps que je peux consacrer ou que je veux consacrer à mon travail. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles la CFDT avait proposé un compte épargne-temps universel et de se dire, en fonction des moments de ma vie, je veux pouvoir articuler différemment mes temps au travail et hors travail. Et ça, je pense que c'est bien plus moderne que de revenir pour la 50e fois sur le problème des 35 heures. On va parler de la question du Doliprane, qui devient un sujet politique. Sanofi, qui est en discussion avec un fonds américain pour vendre sa filiale qui commercialise le Doliprane. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement sur ce sujet, notamment pour sauver les emplois ? La question du Doliprane, elle se résume pas à la petite boîte jaune. On est vraiment sur un enjeu de souveraineté en termes de santé et de cohérence du discours politique tel qu'il nous a été proposé depuis notamment la crise du Covid. On n'a pas arrêté de nous dire, après le Covid, rien ne sera comme avant. Il faut garantir l'indépendance de la France sur des axes stratégiques, notamment en matière de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de cette décision, le ministre Antoine Armand a évoqué le fait qu'il allait lancer une étude. Il va demander le bilan des aides qui ont été données à Sanofi. Ça, vous en félicitez. Ça, c'est indispensable pour éclairer la discussion et la décision politique. Pour la CFDT, on ne peut pas sacrifier cette souveraineté, cette indépendance en matière de santé sur l'autel de la finance. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un calcul financier du groupe Sanofi qui décide de céder cette filiale qui est extrêmement rentable, 5 milliards de chiffre d'affaires, plus d'1 milliard de résultats nets, et donc un enjeu pour les emplois, la qualité du produit et son prix. Donc ça va avoir des répercussions, ça peut avoir des répercussions extrêmement concrètes pour la santé des Français. Mais est-ce que vous demandez à l'État de bloquer la transaction ? Moi, je pense que c'est une mauvaise option. Il ne faut pas que cette opération se réalise et que le gouvernement ne fasse pas preuve de naïveté. On ne peut pas demander à un groupe de prendre des engagements. Une fois que la décision elle est prise, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Quand on dit on verra plus tard les conditions, si les conditions ne sont pas posées en amont, ça ne fonctionne pas. Donc,
moi, je pense que et mon organisation est convaincue que c'est une mauvaise idée. La CFDT le porte depuis le début. Il faut que le gouvernement fasse preuve de responsabilité et surtout de cohérence dans le discours. C'est un enjeu à la fois de souveraineté en matière de santé et de préservation de ce fleuron de l'industrie pharmaceutique. J'ai une question toulousaine, Marie-Lise Léon, justement sur cette question de souveraineté, sachant que très prochainement va s'ouvrir à Toulouse une usine de fabrication de paracétamol qui devrait justement assurer la souveraineté en la matière. Est-ce qu'on est vraiment uniquement sur une question de souveraineté ou une question d'attachement des Français à la marque Doliprane? J'évoquais la petite boîte jaune. Effectivement, il y a une question d'attachement, mais je pense qu'on ne peut pas le résumer à ça. Je pense qu'il y a un vrai, il n'y a pas que enjeu. Hein. Comment ? Il n'y a pas que Doliprane Non, il n'y a pas que Doliprane, mais je pense que c'est important qu'on puisse avoir, là maintenant, très concrètement, un passage à l'action dans cette décision politique de dire le gouvernement est attaché à ce fleuron français. Il ne veut pas qu'il y ait un changement dans la gouvernance. Et donc, c'est maintenant que ça se décide. Et donc, on est plus sur un message politique que sur une urgence. Je pense que la question de la cohérence politique, on ne peut pas nous dire qu'il faut reconquérir une souveraineté industrielle, une indépendance et céder à ce type de décision. Un mot sur la loi immigration, puisque le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une nouvelle loi immigration 2025. C'est opportun de relancer ces débats ? Non. Le CFDT a été extrêmement critique et a dénoncé la loi déjà de début 2024, qu'on a qualifiée de déchéance de fraternité. Aujourd'hui, je pense on en a une trentaine de lois sur l'immigration. Je pense que c'est un totem politique. Je pense qu'une partie de la classe politique fait une erreur en pensant aller sur ce terrain et se dire l'occuper, c'est éviter que l'extrême droite l'occupe. Aujourd'hui, l'immigration est un fait, l'immigration est une chance pour la France. L'immigration permet à l'économie française de fonctionner. Voilà, clairement, moi en tant que syndicaliste, je le vois tous les jours que dans certains secteurs d'activité, l'hôtellerie, la restauration, dans le bâtiment, ce sont des secteurs, la récolte des fruits de saison, ce sont des secteurs qui ne fonctionnent pas sans l'immigration. Justement. Et donc on est sur des débats totalement fantasmés, d'un grand chaos, d'un grand débordement, d'un déferlement de migrants. On est totalement dans l'irrationnel. Quand on regarde les choses à hauteur d'hommes et de femmes, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises ? Vous avez des usines, vous avez des lieux de travail où il y a des personnes de multiples nationalités qui travaillent ensemble et dont on a besoin économiquement. Vous craignez que cette nouvelle loi remette en question la partie sur les métiers en tension qui a été votée Je ne sais même pas quel est l'objectif. Vous savez quel est l'objectif de cette nouvelle loi ? La liste des métiers en tension, vous l'avez toujours pas. L'allongement de durée de rétention dans les... Aujourd'hui, on a une loi en 2024 qu'on a critiquée largement, qu'on a combattue, dont les décrets ne sont même pas n'ont même pas été publiées. On ne sait même, alors qu'elle n'est pas en vigueur, on ne sait même pas ce qu'elle a produit. Et on est déjà sur l'idée d'en faire une nouvelle. Je pense que c'est absolument pas nécessaire. Donc sur les métiers en tension, il n'y a eu aucun effet ? Non, il n'y a eu aucun effet. Puisqu'on attend toujours la mise en œuvre n'est pas opérationnelle. Et d'ailleurs, sur les métiers en tension, nous, on n'était absolument pas favorables à faire une liste. Il faut arrêter avec le fantasme de l'immigration choisie au regard des prestations sociales ou je ne sais quelle autre absurdité. Merci Marie-Lise. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci Christelle. La une de la dépêche, c'est l'A69. l'A69. Chantier de l'A69, l'interview vérité du concessionnaire de l'autoroute. C'est à lire dans votre journal. À la semaine prochaine Christelle.